Et c'est parti. Donc, officiellement, je vous redis bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Annie Brissette. Je suis directrice des opérations d'Agile Montréal. Pour la suite de la conférence de ce soir, si ça ne vous dérange pas, je vous inviterai à éteindre votre caméra et éteindre votre micro pendant la conférence. Puis, on va prendre les questions, dans le fond, à la fin en bloc. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vous inviterai à faire ça. Donc, Agile Montréal, pour ceux qui nous connaissent moins, ben c'est ça, j'en ai glissé quelques mots. Donc, on est vraiment une communauté qui accueille les professionnels de l'agilité dans le Grand Montréal, donc pas nécessairement besoin d'être sur l'île de Montréal. On a plusieurs activités, on a des événements mensuels, on a des événements de plus grande envergure, on a un programme de mentorat. Donc, je vous invite vraiment à venir sur le site web d'Agile Montréal. Oups, je vois que quelqu'un a son micro d'allumé encore. Merci. Je vous invite vraiment à venir sur le site web d'Agile Montréal pour découvrir tout ce qu'on a à offrir sur le sujet de l'agilité. Et j'en profite également pour parler d'un événement plus particulier qu'on va hoster le 11 mai prochain. C'est une nouvelle série d'événements qu'on a partie qui s'appelle Agile Agora. Pour l'événement du 11 mai, on va se pencher plus particulièrement sur le rôle du Product Owner. Fait que pour ceux qui sont moins familiers avec ce rôle-là, qui s'y intéressent, qui ont des questions, qui veulent rencontrer des gens qui font ce métier-là dans la vie, bien, je vous invite vraiment à venir à cet événement-là pour justement en apprendre un petit peu plus sur le rôle de Product Owner et également échanger avec des professionnels qui font ce métier-là dans la vie. Donc, ben, sans plus tarder, je passerai la parole à Maëlle et Laurence, qui sont nos conférenciers de ce soir, et je vous laisse avec eux pour leur conférence intitulée « Initiation à l'agilité ». Merci, Annie. Donc, bienvenue tout le monde. Laurence, je te laisse commencer. Alors, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, on va enregistrer la session et ce qu'on vous propose comme version, c'est de faire un tour de l'agilité, de démystifier l'agilité. On va vous en parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Et après seulement, on prendra les questions, mais il nous restera plein de temps pour justement répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir, tout ce qui aura émergé pendant la conférence. Donc, on se garde les questions pour la fin pour cette fois. Donc, qu'est-ce qu'on va explorer? On va explorer l'agilité. Peut-être aussi qu'on parlera un peu de Scrum, Kanban, peut-être même un peu Safe. Bon, on en parlera un petit peu à la fin, mais c'est surtout d'agilité qu'on veut vous parler aujourd'hui. Et pour ce faire, on s'est mis à deux, parce qu'on s'est dit deux voix valent mieux qu'une. Moi, je suis Laurence, je suis coach, formatrice et mentor chez Pixis. Je suis aussi très investie dans la communauté agile de Montréal, où je m'occupe en ce moment du programme de mentorat et où j'ai parti avec Juliette, on a parti une communauté de pratique pour les leaders agiles. Voilà, on fait pas mal d'autres choses et vous pourrez nous croiser régulièrement dans la communauté. Maëlle, je te laisse te présenter. Merci. Moi, c'est Maëlle Ariusek, leader de pratique agile chez Alitia, coach agile, Scrum Master depuis une douzaine d'années. Je m'occupe dans mes quelques temps libres, entre minuit et 4 heures du matin, de la communauté agile de Montréal. Depuis maintenant quelques années. Et puis, vous avez mon LinkedIn si jamais vous voulez rester en contact et me poser quelques questions. Voilà. Excellent. Alors moi, je vais attaquer avec ce que l'agilité n'est pas. Et oui, c'est parti. Alors, Maëlle, à toi la souris. Yes. Alors, qu'est-ce que ça n'est pas? L'agilité n'est pas un processus, on entend souvent ça, et pourtant, non, ça n'est pas un processus, c'est bien plus que ça. L'agilité n'est pas non plus un livre sacré. Vous avez entendu parler du manifeste agile, on en reparlera ce soir. Non, ce n'est pas un livre sacré, c'est quelque chose qui est bien vivant. Ce n'est pas non plus du free for all avec aucune documentation, aucune planification, aucune discipline. Ça aussi, on le verra un petit peu ce soir. Ce n'est pas le chaos, même si parfois ça y ressemble, mais rapprochez-vous, regardez de plus près et vous verrez qu'il y a un ordre derrière tout ça. Ce n'est pas non plus une méthode, une recette toute faite qu'on peut suivre à la lettre et appliquer telle que, et ceux qui vous le disent sont des charlatans.
Ce n'est pas non plus de la gestion de projet, même si parfois on aimerait bien avoir quelque chose qui y ressemble et là encore qui est une recette toute faite. Ce n'est pas non plus une mode, même si en ce moment c'est vrai que c'est un buzzword dont on entend beaucoup parler. Et enfin, ce n'est pas malheureusement la réponse à tout. Et il y a encore bien des cas où l'agilité a beau être un état d'esprit vraiment intéressant, c'est pas vers ça qu'on va s'orienter pour aller répondre à un enjeu qu'on a rencontré, parce qu'il y a parfois d'autres façons de faire qui vont beaucoup mieux s'appliquer à la situation. Rien qu'à voir la construction du nouveau pont Champlain, est-ce que vraiment on aurait voulu l'avoir en agilité? Pas sûr. Alors ça, c'est tout ce que l'agilité n'est pas, mais Maëlle va vous présenter un peu plus de qu'est-ce que c'est l'agilité. Oui, merci, Laurence. Donc, pourquoi agile? D'abord, on va commencer par se poser la question de où ça vient, pourquoi on est arrivé avec cette invention bizarre-là. Alors, l'agilité, elle est arrivée pour répondre à un besoin. Le besoin, c'est la dure réalité de la vie. Dans nos têtes, quand on veut accomplir quelque chose, on se fixe un objectif. Et puis, on y va tranquillement jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à l'objectif à atteindre. Mais en fait, la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est chaotique. La vraie vie, c'est plein d'imprévus, c'est plein d'embûches, c'est plein de choses de dernière minute. Il faut trouver un moyen d'y répondre et mieux que tout le monde et plus vite que tout le monde. Donc, il faut adopter des réflexes, il faut adopter une attitude, une façon de penser. Donc, je vais vous présenter, comme on dit, une image vaut 1000 mots et une vidéo, ça en vaut 10 000. Donc, je vais vous faire regarder une petite capsule qui dure 3 minutes qui va bien vous expliquer les concepts que je vais vous expliquer par la suite. On y reviendra. Donc, observez bien cette capsule vidéo et puis on s'en reparle dans 3 minutes. Voici Léo et Paul. Léo et Paul ont le même projet, construire un camping 5 étoiles où les gens viendront chaque été pour passer leurs vacances. Léo veut aller droit au but. Il décide de construire son camping d'un seul coup pour obtenir directement ses 5 étoiles. Paul, lui, veut héberger des clients le plus rapidement possible. Il fera évoluer son camping progressivement. Léo commence à remplir un cahier des charges très précis, détaillé et exhaustif pour le confier à son prestataire. Paul prépare déjà l'arrivée des premiers clients. Il participe à l'installation d'un accueil et des premiers sanitaires. Dès que ces installations sont vérifiées, les premières tentes peuvent déjà être plantées. Il avait prévu de démarrer la construction d'une piscine, mais en discutant avec les vacanciers, il comprend que leur priorité est finalement l'installation de bungalows et d'une petite épicerie. De son côté, Léo a enfin envoyé son cahier des charges. Le prestataire peut démarrer le chantier. Aux vacances suivantes, Paul accueille de nouveaux clients, ravi de découvrir les nouveaux équipements qu'il a construits avec ses équipes. Il gagne sa première étoile. Après avoir échangé avec les campeurs, Paul est maintenant persuadé que c'est le bon moment pour installer sa piscine. Avec le spécialiste qu'il a choisi, il trouve même le meilleur prestataire pour ajouter un spa. La deuxième étoile est assurée. Sur l'autre camping, Léo a eu une mauvaise surprise. À un mois de l'ouverture, il s'est rendu compte que certaines de ses demandes n'avaient pas été comprises. Il n'y a pas l'eau courante. Il est trop tard pour faire de nouveaux travaux et ouvrir à temps. Plusieurs vacances passent. Paul a hébergé de nombreux clients et a su écouter leurs besoins. Progressivement, il a ajouté un club d'animation, un restaurant, une discothèque. Paul a réussi à avoir une troisième, une quatrième et enfin sa 5e étoile. Il peut compter sur du personnel fidèle et compétent. Il a atteint son objectif. Pendant ce temps, Léo a dû changer de prestataire. Il a cassé certains bâtiments pour installer l'eau courante et reprendre ensuite les travaux. Le camping a finalement ouvert, mais avec moins d'équipement que prévu, et il a fallu attendre pour afficher les fameuses 5 étoiles. Alors pourquoi un résultat si différent? Paul a adopté la méthode agile. Il a favorisé l'oral, l'écoute et le travail d'équipe. En participant au chantier, il a pu lui-même anticiper les problèmes et trouver des solutions avec chacun de ses prestataires. Il a su écouter les demandes de ses clients et s'adapter pour atteindre son objectif progressivement. Léo, au contraire, a préféré d'abord décrire son besoin le plus précisément possible, pour pouvoir ensuite tout déléguer à son prestataire. Il n'a pas pu s'adapter aux imprévus
et faire évoluer son projet. Il a privilégié la documentation à la discussion, résultat, incompréhension. Chez SOR, nous travaillons en mode agile. Pour chaque projet, nous privilégions l'échange pour pouvoir toujours nous adapter aux changements et répondre aux besoins du client. Nous nous donnons plusieurs objectifs concrets et réalisables rapidement pour produire sans perdre de temps. Nous nous assurons que chaque étape du projet représente une avancée pour le client jusqu'à ce que son objectif final soit atteint. C'est ça, être agile. Bon. Alors, désolé pour le petit coup de pub involontaire. Je ne sais même pas qui la compagnie sort, mais sa vidéo est excellente. Je trouve qu'elle illustre bien les concepts dont on va vous parler. Tout de suite. Bon, j'ai eu encore le même petit problème que tout à l'heure. Je vais recommencer. Désolé pour les joies de la technologie. Pas de problème, Maëlle, on est avec toi. On l'a essayé 5 minutes avant le début, puis ça marchait très bien. C'est l'occasion d'être agile. Exactement. Je recommence. Voilà. Voici. Est-ce que je peux demander à la personne qui mange des chips de mettre son micro sur muet, s'il vous plaît? En plus, ça me donne faim. Alors, gardez cette petite vidéo en tête, puis on va passer à travers quelques notions. Ça va vous donner un ancrage pour comprendre un peu ce qu'on va vous expliquer. Donc, les bases de l'agilité, franchement, ça commence d'abord par un changement de perspective. Comme la vidéo vous l'a montré, l'approche traditionnelle fixe d'abord une liste de besoins, ce qu'on appelle en termes de gestion de projet une portée, qui est fixe, représentée par un petit cadenas en haut de la pyramide. Et donc, on va, à partir de cette portée-là, établir un budget et un échéancier. Et on va suivre le plan tout au long de l'exécution du projet. Ça, c'est l'approche traditionnelle. En agilité, c'est le contraire. C'est qu'au lieu de suivre un plan, on se dote d'une vision, on se dote d'un budget et ou d'un échéancier. On peut en fixer un ou deux. Et ensuite, on va jouer sur la portée. On va jouer sur les besoins qui vont nous permettre d'atteindre notre vision. Okay? Donc, la pyramide est inversée. Et donc, ce qui nous permet, de gérer un projet en s'assurant qu'on ne dépasse pas le budget, puisque c'est notre axe qui est fixe. Et ensuite, on va, comme Paul avec son camping, discuter avec nos utilisateurs, nos clients finaux, au fur et à mesure du projet, pour voir comment on peut atteindre la fameuse vision. Voilà. Ça, c'est le changement de perspective. Également, l'agilité nous permet de répondre à un contexte changeant. Vous allez sûrement entendre parler de l'acronyme VUCA ou VICA en français pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Aujourd'hui, dans le marché, les choses se passent tellement vite et de façon tellement complexe qu'il faut trouver des façons de réagir rapidement et en fait pour la raison très simple de gestion de risque. Donc, l'environnement qui change souvent, on veut gérer notre risque et puis on veut également livrer de la valeur de manière fréquente à nos utilisateurs et aussi surtout de façon incrémentale. Incrémental, comme vous avez vu dans la vidéo du camping, ça veut dire un peu comme quand on joue au Lego, on pose une brique, on pose deux briques et tranquillement, on vient monter notre mur de briques. C'est ça, le développement incrémental. Et donc, encore là, une autre notion que vous avez vue dans la vidéo, c'est qu'on obtient un retour sur investissement plus rapide. On a un
produit qui est viable, qu'on peut mettre sur le marché plus rapidement et donc commencer à récolter un peu les premiers gains au lieu d'attendre un peu comme à l'approche traditionnelle, la date finale, la livraison du produit et le gain seulement à la fin de la durée du projet ou la livraison du produit. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'était pas, maintenant on a vu un peu les bases, il y a aussi certains concepts qui sont incontournables. Incontournables dans le sens que je représente l'agilité sur cette slide-là dans un nuage. C'est-à-dire que c'est un grand concept qui est fait de plusieurs petites choses. Et si vous n'avez pas une de ces choses-là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes complètement agile. Vous êtes en route vers votre agilité, mais il va toujours vous manquer certaines petites choses si vous n'avez pas tout ça. Entre autres, on est agile si on se dote d'un mécanisme de rétroaction rapide. Donc, les deux mots sont importants. Rétroaction, donc donner du feedback, et rapide, parce que si on se donne dans la durée trop de temps, ben, on va peut-être manquer certaines opportunités et le risque sera plus important à gérer. Il faut aussi se doter d'un processus d'amélioration continue. Personne ne peut se dire agile si on n'essaye pas de s'améliorer de façon constante. On ne peut pas être agile non plus si on ne fait pas preuve de collaboration. Collaboration entre équipes, collaboration entre individus, mais aussi collaboration entre compagnies et entre clients et fournisseurs. Donc, ça demande une collaboration vraiment totale. Tout ça, ça ne sert à rien non plus si, à la fin de la journée, on ne livre pas de valeur d'affaires. On ne livre pas des choses utiles à nos utilisateurs finaux. Ça veut dire que la satisfaction du client doit être au centre de tout. Hein, si on fait tout ça sans se préoccuper de notre client et sans se préoccuper de sa satisfaction à la fin, on manque encore quelque chose. L'agilité place le client au centre de tout. Et donc, pour faire tout ça, il faut faire preuve de transparence, d'inspection et d'adaptation. Les trois derniers mots que je viens de vous citer, ce sont les trois piliers de l'empirisme. L'empirisme, c'est ce qui permet la construction, comme je vous disais tantôt, en mode Lego, là, de poser des bases, d'observer des faits, d'apprendre de ce qu'on vient de créer et ensuite de pouvoir se projeter dans le futur basé sur ce qu'on vient d'apprendre dans l'itération précédente ou dans l'incrément précédent. Tout ce que Maël vient de vous présenter là, ça vient de sa longue expérience et il a tout expérimenté par lui-même et il a créé les concepts lui-même. Bon, il a peut-être aussi été un peu aidé par un certain manifeste agile qui a été écrit en 2001, quelque part dans les montagnes. Ils étaient une dizaine de personnes, d'hommes en l'occurrence, tous venus du génie logiciel, qui voulaient se doter d'une autre façon de voir les choses. Et oui, c'est parti des technologies de l'information, et oui, c'est parti de la gestion de projet et de la réflexion de comment est-ce qu'on peut mieux faire les choses. Donc, leur premier, ils ont créé le manifeste autour de 4 valeurs. Et la première chose qu'ils ont mise en place dans ces 4 valeurs, c'est la colonne de droite en disant actuellement, on base tout sur les processus et les outils, sur la documentation exhaustive. Même si on n'a pas encore livré, on a déjà tout documenté comment ça devrait être dans le meilleur des mondes. On a déjà des cahiers des charges, on a déjà des éléments qui sont prêts. On a tout basé sur la négociation d'un contrat. À l'époque, c'était déjà un petit peu la même réalité qu'aujourd'hui. On passait déjà des années pour s'engager pour un livrable qui arrivait toujours en retard. On passait toujours du temps à prévoir de quoi qui n'arrivait jamais à la bonne date ou qui n'était jamais satisfaisant. Donc, le contrat était extrêmement important. Se mettre d'accord sur qui allait payer les pots cassés si jamais on en échappait une partie. Puis enfin, le suivi d'un plan, c'était vraiment la base de tout. Parce que quoi qu'il arrive, une fois que le plan était établi, ce qui était important de livrer, ce n'était pas la solution finale souhaitable, la plus intéressante, mais c'était vraiment de suivre le plan. Donc, ils en ont tenu compte. Et ils ont dit, c'est vrai que c'est notre réalité actuellement, mais nous, on veut mettre de l'avant d'autres valeurs.
Et c'est là qu'on dit que ce n'est pas de la gestion de projet, mais c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Et là, on repense aux deux façons d'approcher le camping. Donc, eux, ce qu'ils ont proposé, c'est à la place des processus et outils, au lieu que ce soit la chose la plus importante, c'est de dire que le focus était dorénavant sur les individus et leurs interactions. Quand quelque chose ne marche pas, on ne va pas créer un nouveau processus pour faire que ça marche mieux. On va s'arranger pour que les personnes se parlent, pour que les personnes collaborent, pour que les personnes aient le goût de trouver des solutions ensemble. Le problème, la plupart du temps, est humain. C'est rarement un problème juste de processus, c'est rarement un problème juste d'outils. Donc, on va s'assurer d'avoir les bons processus, les bons outils, mais on va surtout s'assurer que les individus et leurs interactions fonctionnent au mieux. Oui, on va continuer à avoir de la documentation, mais on va surtout s'assurer qu'on a une solution fonctionnelle et que cette solution fonctionnelle, elle est livrée régulièrement et que chaque élément ajoute de la valeur par rapport à l'élément précédent. Et que au fur et à mesure qu'on ajoute des incréments, cet incrément devient un incrément de plus en plus important tout en restant fonctionnel. Oui, la négociation d'un contrat est importante. On va la garder minimale. On va s'engager au début, mais on va surtout s'arranger pour focuser sur la collaboration avec le client. On ne veut pas établir à quel endroit qui a tort, qui a raison. Si jamais le projet n'est pas livré, on veut livrer le projet. Comment on peut travailler sur cette collaboration en impliquant les parties prenantes le plus souvent, le plus régulièrement, peut-être même quotidiennement, en allant chercher le plus souvent possible du feedback pour pouvoir contribuer, collaborer ensemble pour avancer. Enfin, le suivi d'un plan. Bien sûr, le plan est toujours là. Le plan, c'est la vision et c'est les premiers steps pour se rendre vers cette vision-là, mais c'est aussi une réponse au changement, une réponse favorable au changement. Tout changement est positif. Donc là, on imagine que vous avez un projet et en cours de projet, on vous apprend qu'il y a un changement. Dans l'ancien temps, la demande de changement, c'était la pire des choses qu'on pouvait vous dire. Tout de suite, on allait revoir le contrat et voir à quel endroit qui allait payer pour ce changement-là. Maintenant, une demande de changement, c'est quelque chose qu'on va accueillir avec un certain plaisir, avec en tout cas une satisfaction de se dire heureusement qu'on a eu cette information maintenant et qu'est-ce qu'on va en faire pour l'utiliser. Par exemple, on apprend que le client finalement avait mal compris et c'est pas ça qu'il veut. Tant mieux, on l'a su avant que le projet soit terminé. Donc, on va accueillir ce changement et on va le modifier. Donc, la réponse favorable au changement devient un nouvel état d'esprit. Donc là, on voit que en 2001 déjà, ils ont posé les bases pour dire voilà comment on faisait les choses jusque-là. On va continuer de garder tout ce qui a de la valeur dans nos façons de faire, mais on va changer le focus. C'est le triangle dont parlait Maëlle, c'est le nouveau paradigme, le changement d'état d'esprit pour faire les choses d'une autre façon. Là, on est en 2001 avec le manifeste agile. Depuis, il y a eu une autre proposition qui a été faite par Joshua Krivsky. Vous pouvez aller voir sur le site, c'est tout simplement modernagile.org, je pense, le lien. Lui va aller encore plus loin. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de comment faire les choses, mais on parle vraiment des valeurs qu'on veut aller chercher en bout de ligne. C'est très proche, c'est vraiment une évolution du manifeste agile, mais ça va aller renforcer encore certains points. On avait comme première valeur du manifeste agile, on avait les personnes et interactions. Là, on va avoir la valeur de rendre les gens fantastiques. Rendre les gens fantastiques, c'est rendre les collaborateurs, toutes les personnes avec qui on travaille, les membres de l'équipe, les parties prenantes, c'est aussi rendre les clients fantastiques, c'est aussi rendre les fournisseurs fantastiques. Les rendre fantastiques, c'est leur donner leur place, leur donner un environnement de travail et de collaboration où ils vont pouvoir être à leur meilleur. Et en étant à leur meilleur, ils vont pouvoir innover. En étant à leur meilleur, ils vont pouvoir collaborer. En étant à leur meilleur, ils vont pouvoir apporter le maximum de leurs compétences et de leur talent. Pour aller chercher ce meilleur d'eux-mêmes, pour rendre les gens fantastiques, faire de la sécurité un prérequis. Là, c'est l'étape bleue qui est en dessous. Faire de la sécurité un prérequis devient quelque chose d'absolument crucial. Ça veut dire que si vous n'avez pas le droit à l'erreur, si vous êtes dans un contexte où vous n'osez pas parler, si vous êtes dans un contexte où vous n'osez pas vous épanouir et donner ce que vous avez à donner et où vous restez la plus petite version de vous-même, alors on ne pourra pas aller chercher les autres éléments.
Quand on dit que la sécurité psychologique permet, par exemple, d'avoir droit à l'erreur, ça veut dire aussi apprendre. Et là, ça permet d'expérimenter et d'apprendre rapidement. Expérimenter, encore une fois, on y va petit pas par petit pas, on essaye des hypothèses, on est prêt à prendre du feedback, on est prêt à changer si c'est nécessaire. Mais ça prend d'avoir l'entreprise derrière nous pour oser faire des erreurs et donc des apprentissages. On ne célèbre pas les erreurs, mais on célèbre tout ce qu'on a appris en cours de route et ce qui va nous permettre de faire différemment. Un peu comme accueillir le changement du manifeste agile. Enfin, quand on expérimente et qu'on apprend rapidement, on peut aller apporter de la valeur en continu. Ça veut dire que, par exemple, on n'aura pas peur alors là, je reviens dans le monde du logiciel, mais là, ça marche vraiment pour tout. On n'aura pas peur de livrer quelque chose qui n'est pas final au client ou qui est buggé éventuellement, qui peut avoir une petite défaillance parce que la relation a été établie avec le client. Et donc, on va pouvoir apporter de la valeur en continu et on va pouvoir réajuster aux besoins si jamais on se rend compte que le feedback n'est pas aussi positif que ce qu'on aurait voulu. Donc ça, c'est vraiment les 4 piliers du Modern Agile, qui n'est pas si loin du manifeste agile, mais qui nous amène quand même une coche plus loin. Là, ce qu'on vient de voir jusqu'ici, c'est l'état d'esprit agile. Et c'est pour ça qu'on vous disait que agile n'est pas un processus. C'est pour ça qu'on vous disait que agile n'est pas de la gestion de projet. Agile, c'est pas une façon de faire les choses. L'agilité, c'est vraiment une façon d'être, c'est une façon de penser, c'est une façon d'appréhender le monde qui est différente. Ça commence par cet état d'esprit, ça commence par ses valeurs, puis en dessous des valeurs, il y a 12 principes qui sous-tendent et qui aident à justement mettre en place. Par exemple, c'est favoriser le dialogue face à face. Par exemple, c'est essayer d'avoir les cycles de production et de livraison les plus courts possibles. C'est plusieurs choses comme ça qui vont donner des petites façons de comment est-ce qu'on peut travailler au mieux, collaborer au mieux pour aller vraiment viser la valeur et livrer la performance et viser la performance. En dessous de ces 12 principes, il y a des méthodes. Là, on arrive dans l'univers de ce que beaucoup connaissent pour être l'agilité, à savoir les méthodologies Scrum, les méthodologies Kanban ou Scrumban, les méthodologies SAFe, discipline Agile. Il y a plusieurs mots comme ça qui vont peut-être vous parler, Extreme Programming. Donc là, on est dans des façons de faire. Mais si ces façons de faire ne respectent pas les principes, les valeurs et l'état d'esprit, on est juste dans des méthodes qu'on applique, mais sans aller chercher la valeur de ce qu'il pourrait y avoir en arrière. Enfin, ces méthodes utilisent des outils et des pratiques. Vous avez peut-être entendu parler de backlog, vous avez peut-être entendu parler de rétrospective, vous avez peut-être entendu parler de Jira. Tout ça, c'est intéressant, mais encore une fois, il faut que ça vienne supporter quelque chose qui est dans l'intérêt d'avancer. On peut appliquer une rétrospective en mettant tout simplement une activité qui fonctionne à tout coup, mais sans avoir l'esprit de réellement vouloir se remettre en question, sans vraiment avoir l'esprit de vouloir s'améliorer et de prendre du feedback. Dans ce cas-là, une rétrospective sera juste une rétrospective. Mm-hmm. Es-tu en train de dire que faire de l'agile, c'est pas être agile? C'est pas mal ça que je suis en train de dire, ouais. Ouais. Ça fait beaucoup de sens. Ouais. Et d'ailleurs, peut-être que tu veux nous en parler plus des différentes méthodologies ou des différentes façons de faire? Tout à fait. Tiens, t'as une belle transition, on dirait que ça a été prévu comme ça. Je vais vous parler de celle que vous connaissez sûrement le plus ou que vous avez entendu sûrement le plus parler, c'est la méthodologie Scrum. Scrum, ça nous vient de l'anglais du rugby, en fait, qui veut dire mêlée. Et donc, si on regarde un peu l'illustration à l'écran, ceux qui ne savent pas jouer au rugby ou ceux qui ne sont pas sur le terrain regardent ça et disent c'est n'importe quoi, tout le monde se pitche n'importe comment, puis essaie de faire quelque chose, attraper le ballon. Mais en fait, ceux qui sont sur le terrain, eux, savent très bien ce qu'ils font et ils connaissent très bien leur objectif et il y a des techniques pour y arriver. Je vais vous expliquer rapidement, très, très en bref, là, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Mais on va survoler le framework, le cadre Scrum. Dans Scrum, en fait, c'est pas super compliqué. Il y a 5 événements, il y a 3 rôles et 3 artefacts. Les 3 rôles,
c'est le product owner, donc le responsable de produit ou chef de produit, dépendamment de vos milieux de travail. Il y a l'équipe de réalisation et il y a le Scrum Master. Donc, soit vous êtes Scrum Master, soit vous êtes Product Owner, et si vous n'êtes pas ces deux-là, vous faites partie de l'équipe de réalisation, que vous soyez un développeur, que vous soyez un QA, que vous soyez un spécialiste UX, UI, peu importe, un analyste, un avocat, peu importe. Ou que vous ne soyez pas du tout en TI, c'est ça, l'avocat, il est bon là. Ça peut être n'importe Exactement. qui, on n'est pas forcément dans du Exactement. développement logiciel. Tout à fait. Tout corps de métier qui apporte une contribution à la création de valeur, à la création de l'incrément. Donc, le product owner, lui, il est responsable de trier, ordonner son carnet de produits, qui est en fait l'équivalent de sa liste de besoins, en fait. Et donc, va prioriser normalement ses besoins en fonction de la plus grosse valeur d'affaires en haut de la pile. Et puis, avec l'équipe, on se réunit régulièrement à chaque début d'itération, à chaque début de boucle. Et puis, en collaboration avec le product owner, qui représente et les parties prenantes et les utilisateurs finaux, décide de savoir quels sont les premiers items qu'on va s'attaquer dans l'itération ou sprint. C'est un équivalent, sprint et itération. Et on recommande un sprint entre 1 et 4 semaines. Plus que 4 semaines, ça nous amène trop loin, on perd le focus, on perd un peu l'avantage de la rétroaction qui n'arrive pas assez rapidement. Donc, on recommande en général entre 1 et 4 semaines. Donc, l'équipe se commet sur un ensemble de fonctionnalités ou d'items à traiter pendant ces semaines-là. Et puis, régulièrement, ici, le régulièrement, il est traduit par la petite flèche ici, vont se rencontrer à l'intérieur de la boucle du sprint quotidiennement et vont s'assurer en équipe de s'inspecter et de s'adapter. Donc, le fameux pilier de l'empirisme. Et le but de cette mêlée-là, c'est de discuter, à savoir si on est toujours en ligne avec l'objectif à atteindre. Est-ce qu'on a des choses qui nous bloquent? Si oui, à ce moment-là, on va adapter notre plan pour voir comment on peut y arriver différemment. Et si on ne peut pas y arriver différemment, on a notre Scrum Master qui est responsable d'aider l'équipe à retirer les bloquants qui se trouvent sur leur chemin de leur objectif. Et donc, à la fin de cette boucle de 1 à 4 semaines qui s'appelle itération au sprint, on obtient un travail, un incrément de travail terminé, un morceau de produit supplémentaire qu'on va revoir ensemble dans un événement qui s'appelle la revue. Dans cet événement-là, sont invités évidemment l'équipe de réalisation, Make People Fantastic, Make People Awesome. Ils sont fiers de vous présenter ce qu'ils ont accompli. Le Product Owner est là pour représenter les utilisateurs finaux. Et il y a aussi également les parties prenantes et en fait toutes sortes de tous ceux qui sont intéressés à voir l'incrément final. Et donc ensuite, une fois qu'on a eu cette revue-là, en tant qu'équipe, on va se réunir, juste l'équipe de réalisation, ceux qui ont participé à l'incrément, et vont s'introspecter, discuter ensemble de qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour mieux travailler, pour livrer plus de valeur dans le même temps de boucle, le même temps d'itération, comment on peut mieux livrer et créer plus de valeur au product owner dans le même temps imparti. Et on recommence comme ça, et on tourne et on tourne. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter comme au niveau du Scrum. Évidemment, c'est très simple à en parler et c'est très, très, très compliqué à maîtriser. Peut-être juste préciser, quand on dit des sprints de 1 à 4 semaines, on va décider une fois pour toutes de combien sont nos sprints. Si par exemple, on décide que ça va être de 2 semaines, on va rester sur une cadence de 2 semaines. C'est vraiment ça la valeur de Scrum, c'est d'amener une cadence, une régularité. Et ce qui va changer, c'est ce qu'on va livrer à l'intérieur de ça, mais la cadence elle-même va rester. Tout à fait. Et la cadence est très importante parce que au fur et à mesure du temps, l'équipe va se connaître et va être capable de savoir quelle capacité de livraison elle a dans ce temps imparti-là. Et donc, ça va la rendre prédictible. Et donc, la prédictibilité, c'est parfait pour la gestion du risque. C'est ce qu'on veut, la fameuse gestion du risque qu'on vous a parlé tout à l'heure. Donc, merci Laurence du rappel. C'est effectivement une notion
hyper important. Donc, ça s'appelle sprint pour une raison, c'est qu'on a quand même un rythme soutenu, mais il faut qu'il reste soutenable aussi. Donc, c'est important comme équipe de se connaître pour déterminer c'est quoi le bon rythme. Parce qu'on ne veut pas faire de l'overtime tout le temps et puis non plus, on ne veut pas non plus perdre notre temps. Fait qu'au fur et à mesure, on va apprendre à se connaître, puis on va apporter cette prédictibilité-là. Merci Laurence. Il n'y a pas que Scrum dans la vie, il y a aussi Kanban. Et en fait, il y en a beaucoup plus, mais c'est sûrement la deuxième méthode que vous avez entendu parler. Kanban, c'est beaucoup plus simple que Scrum en termes de structure. C'est-à-dire que dans Kanban pur, il n'y a pas de rôle, et il n'y a pas d'événement, il n'y a qu'un tableau et on se concentre sur l'optimisation d'un flot de travail. Et ce n'est que ça. Et tout est dirigé sur l'optimisation de ce flot-là. Et aussitôt qu'on a quelque chose qui bouche ou qui ralentit ce flot de travail, on arrête le travail et on se focus à enlever le bloquant ou le ralentisseur. Et après, on continue. Donc, c'est un peu plus simple en apparence parce que optimiser un flot de travail, c'est quand même pas une mince affaire en soi. Mais dans la structure, c'est très simple. Il y a aussi un mix des deux méthodes que je viens de vous parler, le Kanban et le Scrum, dans une méthode un peu hybride qu'on a appelée Scrumban, qui est en fait pas tout à fait du Scrum, pas tout à fait du Kanban, mais qui va un peu chercher entre guillemets, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire on va travailler sur un flow, mais on va quand même se doter de certains rôles parce qu'on est dans une structure, on est dans une organisation qui nous, voilà, pas qui nous impose, mais qui travaille avec certains rôles. Puis, on va se rajouter des événements qui permettent à l'équipe de, je sais pas moi, de temps en temps, de replanifier des choses ou des versions ou des releases ou d'instaurer certaines boucles de feedback qui sont utiles dans une entreprise, mais qui n'ont pas vraiment rapport avec le flot de travail comme tel. J'ai rien oublié, Laurence? Non, c'est vraiment cool. Excellent. En fait, ce que moi j'aurais juste dit aussi, c'est que Agile se cache pas d'en prendre large et d'aller chercher. Là, on parle de Lean, donc c'est Lean, Kanban, c'est vraiment la version de comment aller au plus simple, enlever les gaspillages et puis avoir quelque chose qui est vraiment très fonctionnel. Où on va aussi avoir la version de flux tiré, c'est-à-dire qu'on va chercher du travail et puis on va surtout s'assurer de finir. Arrêter de commencer à terminer. On va s'assurer de finir les choses et puis de les livrer au fur et à mesure pour que ça sorte vite. Mais tout ça, c'est des inspirations qui viennent de droite, de gauche et qu'on a mis ensemble. Une fois qu'on a compris que l'état d'esprit, c'était ce qu'il y avait de plus important, qu'est-ce qu'on choisit comme méthodologie, qu'est-ce qu'on choisit comme outil, comme processus, comment est-ce qu'on les adapte chez nous. Ça, après, ça peut être du sur-mesure du moment que l'état d'esprit est là. Exact. Et en fait, l'idée du Kanban, le Kanban, ça veut dire étiquette, ça veut dire carte. Et c'est aussi simple que ça, c'est de rendre les choses visuelles, puis de voir aussitôt que les choses ralentissent, on voit qu'il y a une colonne là, qui accumule beaucoup de travail, on se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, on va aller inspecter, on va voir visuellement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, c'est cette mentalité constante. C'est un peu le même principe là, que les restaurants, là, Tim Hortons et compagnies, là, que la commande au volant, là, c'est exactement ça du flux Kanban. C'est qu'on a une capacité de servir les clients, ben, on amène des voitures. La ligne du parking est pleine, ben, les voitures arrêtent de rentrer, puis on s'occupe des clients qui sont actuellement en train de passer leur commande. C'est exactement à ça que ça sert le Kanban, l'optimisation du flux et la gestion de la capacité. Donc, ça peut servir notamment dans des projets de support à la clientèle ou de support de système en production, par exemple, où il n'y a pas vraiment d'équipe dédiée en place et que c'est des appels un peu d'urgence. Donc, quand il y a un appel, ben, il y a quelqu'un qui s'y attache, puis quand il n'y a plus d'appel, ben, la personne peut aller faire d'autres choses. Donc, Kanban, ça, c'est bien pour ce genre de situation-là.
Et on va choisir ce qui est le plus approprié à notre contexte, comme l'agilité à l'échelle va être choisie là, quand on n'a pas seulement une équipe à s'occuper ou pas seulement un projet, mais qu'on veut vraiment pouvoir scaler, pouvoir agrandir pour avoir plusieurs équipes. Je ne sais pas si on va en parler plus, présenter, ou je pense qu'on va passer un peu plus vite parce qu'on tout à regarde fait. le temps. Ouais. Mais juste pour dire, dans l'agilité à l'échelle, il y avait des mots-clés comme SAFE, qui est une des versions d'agilité à l'échelle. Il y avait Scrum de Scrum, Nexus, il y avait Discipline Agile, il y avait Spotify, qui n'est pas une méthodologie, mais qui est comment une organisation a fonctionné un jour et dont beaucoup se sont inspirés. Donc voilà, il y a plusieurs noms. Puis là, on en a encore une couple. Ils en présentent 40, mais il y en a bien plus que ça encore. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est la preuve aussi que des gens sont partis de principes et ont dit, ben moi, je comprends cette façon de faire-là, mais je vais l'adapter à ma propre réalité, à mon propre contexte. J'en fais mon propre framework, un peu comme Spotify a fait son modèle à une époque, mais même Spotify aujourd'hui dit, ben, mon modèle de l'époque, aujourd'hui, on n'est même plus comme ça, puis il est même plus valide. Fait que les gens essaient de nous copier parce qu'ils pensent que c'est une recette miracle, parce qu'on a eu un succès. Mais ça ne veut pas dire que le même modèle peut être appliqué n'importe où et donner le même résultat. Et donc, ça nous a donné, au fur et à mesure du temps, une panoplie d'outils différents. C'est vraiment à nous comme agilistes, comme professionnels de l'agilité, de connaître un peu ben, tout ce qui contient notre coffre d'outils, puis utiliser le bon outil pour le bon contexte. En fait, ça ne sert à rien d'avoir la pensée magique, là, puis en anglais, ils disent silver bullet, là, la balle qui tue tout le monde, là, ou la solution qui s'applique magique à tout. C'est vraiment ça l'idée, c'est euh, connaître les avantages et inconvénients de chaque framework. Et puis, à la limite, pourquoi pas d'en faire un mix et puis d'en faire notre propre framework pour notre propre réalité. L'important, c'est toujours de garder, l'important, c'est quand même de comprendre que ces choses-là ne sont pas une fin, mais bien un moyen d'accomplir quelque chose. Et ce qu'on essaie d'accomplir, ben, c'est, je le répète et je le souligne et je martèle, c'est de la livraison de valeur à nos clients finaux. Ça, c'est super important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, tu peux aller sur la dernière slide, qui est une invitation à nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver chez Pixis ou chez Alitia, mais vous pouvez aussi et surtout nous retrouver dans la communauté Agile de Montréal avec le lien agilemontréal.ca que vous voyez ici. Vous avez accès au Slack, vous avez accès aux communautés de pratique, vous avez accès au mentorat, vous avez accès à toute l'offre de conférences et d'événements annuels qui sont proposés par Agile Montréal. Merci d'être venu nous rejoindre ce soir et puis on espère que c'est votre point d'entrée dans la communauté et qu'on va pouvoir grandir ensemble et partager ensemble dans les Tout ça prochains jours. gratuitement en plus. Complètement gratuitement. À C'est part fou. les événements annuels. Ouais. Non, c'est C'est assez hot, fou. ça. Hein? Sérieux? Ouais. Merci tout le monde. Merci Laurence, merci Maëlle. Avant de prendre les questions, je vais rebondir un peu sur quelques points que vous avez soulevés. Maëlle, quand tu as parlé de la méthode Kanban, on a justement une communauté de pratique TimeFlow Kanban qui est animée par Daniel Doiron. Récemment, Daniel a fait 2 conférences vraiment plus précisément sur des outils de la méthode Kanban. La semaine dernière, on avait une conférence sur la gestion explicite des risques, justement comment voir où sont les bloquants en temps réel. Donc, je vous invite à venir sur le site web pour voir les prochains événements de la communauté. Si je ne me trompe pas, il y en a un au mois de mai et un au mois de juin. Et ce qui m'amène ici également à vous dire que pour toutes les conférences ou la plupart des conférences qui ont eu lieu par le passé, on a également une chaîne YouTube. Donc, par exemple, la conférence de la semaine dernière sur la gestion explicite des risques se retrouve sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais vous partager le lien sous peu où est-ce que vous avez accès à vraiment plein de contenus de conférences qu'on a eues par le passé à Agile Montréal. Pour les questions, en fait, je vous invite soit à les écrire dans le chat. Et étant donné, vu qu'on est nombreux ce soir, s'il y en a qui veulent poser leurs questions de vive voix, je vous invite à peut-être lever la main avec la petite fonctionnalité que vous avez sur Zoom, parce que j'ai l'impression que si je dis go, posez vos questions, il y a peut-être
plusieurs personnes qui vont les poser en même temps. Donc, pendant que vous réfléchissez à vos questions, Maëlle et Laurence, on a déjà eu une première question dans le chat qui est Samy qui demandait est-ce que DAD fait partie des méthodes Disciplined Agile Delivery? Oui, on a passé vite la slide, hein. On avait la slide agilité à l'échelle où on avait Safe, Discipline Agile, où on avait aussi Less, où on avait aussi Nexus, Scrum de Scrum. Discipline Agile, oui, c'est ça. Discipline Agile Delivery ou Discipline Agile tout court. C'est une des méthodes qui est proposée, un des cadres qui est proposé pour aider les entreprises à devenir agiles. Et donc, ils vont vraiment aller chercher tant au niveau des finances, aller chercher au niveau de vraiment de toutes les parties de l'organisation pour que ça supporte l'agilité. À l'intérieur de ça, par contre, c'est du choose your wow. Choisis ta façon de travailler. Choose your way of working. Donc, ça peut être éventuellement d'aller chercher pour les équipes du Scrum ou du Kanban ou d'autres façons de fonctionner qui marchent bien, mais s'assurer que l'organisation est prête à les accompagner pour avoir la meilleure livraison possible au niveau infrastructure, au niveau architecture, au niveau finance, au niveau légal, tous les niveaux de l'organisation. Okay. Est-ce que ça répond, Samy? Oui, Samy. Ben, en fait, tout le monde, vous pouvez rallumer votre caméra sans problème. Puis, Samy, je vois que tu es encore sur mute, mais fais-nous signe si jamais tu voulais en savoir plus sur la question. On a reçu également… Oui, vas-y, Laurence. Peut-être juste un ajout. Là, la communauté de pratique, c'est chez PMI Montréal qu'elle se trouve, la communauté de pratique Discipline Agile. Il y a toute une communauté pour ça. Justement, à ce sujet-là, on a fait une conférence, on fait un panel de discussion il y a quelques semaines qui se retrouve également sur notre chaîne YouTube. Donc, s'il y en a qui veulent en savoir un petit peu plus sur Discipline Agile, on avait justement 4 intervenants qui en ont parlé un petit peu plus en profondeur et qui ont partagé leur expérience et qui ont répondu à plusieurs questions. Donc, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube, encore une fois, s'il y en a qui veulent visionner la conférence. Dans le chat, on a également reçu une question de Nicole qui dit « Je comprends qu'il existe plusieurs concepts agiles, Kanban, Scrum, Lean. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler un peu plus de l'agilité Lean? » Est-ce que tu veux que j'y aille? Vas-y. OK. En fait, j'aurais aimé un peu plus de précision, mais juste comme ça, avec ce que je comprends de la question, le Lean, en fait, ça nous vient du Japon, des manufactures, des chaînes de montage. Fait que c'est des concepts qui sont beaucoup plus pour, justement, j'allais le dire, des flux, hein, c'est ce que j'ai expliqué tantôt. Ils essayaient d'optimiser les chaînes de montage, puis aussitôt qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, une vis qui ne rentrait pas, ils arrêtaient la chaîne de montage, ils appelaient le fournisseur et disent non, ça ne marche pas, on arrange le processus, tu vas t'arranger pour réparer tes choses de vis, et une fois qu'on a les bonnes vis, on repart le truc. Donc, c'est beaucoup plus sur du flux, tandis que l'agilité, c'est un peu un cousin. Là, c'est du flux poussé. Donc, on va s'engager sur une capacité de livraison et non pas sur une fluidité de processus. C'est dur de commencer à parler du Lean sans rentrer dans des détails un peu techniques. Ça me tente comme pas vraiment de rentrer plus dans le détail que ça pour ce soir, mais on peut se garder en contact pour aller un peu plus en détail plus tard. Okay, moi, j'aurais juste dit en complément, le Lean, ça vient aussi avec l'amélioration continue et puis vraiment venir simplifier. Donc, une des premières valeurs Kanban, c'est commencer là où vous êtes. Exact. Regardez où vous êtes et regardez tout ce que vous pouvez simplifier à cet endroit-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé partout ailleurs. Tu sais, c'est bon pour tout le monde de revenir, enlever les gaspillages et de revenir à la base de ce qui a de la valeur. Même dans la vie personnelle. Même dans la vie personnelle, tellement. Merci. Soyez Lean. Merci pour la réponse. Beaucoup. Oui, Nicole, est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, je crois que je vais l'écrire pour, comme il disait tantôt, pour des éclaircissements. Merci.
OK, Ça me fait plaisir. super, merci. On a Vincent également qui avait une question dans le chat. Quel conseil donneriez-vous à l'attention d'une personne n'ayant jamais travaillé en mode agile et étant désignée par son employeur pour tenir un rôle de product owner? Je demande pour un ami, bien sûr. Mais la Fais de la première réponse, méditation. envoie ton ami chez Pixis. Maëlle, tu avais une autre réponse? Oui, envoie ton Euh, ami chez Alicia. Voilà. Envoie ton ami à l'Agora Agile qui Ouais. va avoir lieu en mai, le 12 mai, si je ne 11 mai. m'abuse. Le 11 mai, pardon, le 11 mai. Le 11 mai, c'est la première de l'Agora Agile. C'est un genre de clinique agile où il va y avoir 3 PO et peut-être même d'autres dans la salle, mais au moins 3 qui seront là pour présenter qu'est-ce que c'est leur expérience à eux, comment ils sont arrivés là, comment est-ce qu'on peut se former, où est-ce qu'on peut aller chercher de l'information et en trouver. Donc, c'est une très belle place par où commencer. Il y aura un genre de panel et ensuite, il y aura des rencontres donc avec mentorat. Si tu arrives avec des questions, bah, ça, par exemple, ce serait une très belle question Ouais. à leur apporter. Par où commencer? Puis, je suis pas dogmatique et je ne crois pas à une Bible, mais un bon moyen de commencer aussi, c'est d'aller lire le guide Scrum, qui est traduit dans plein de langages et qui est la base un peu de comment on fonctionne. Et le product owner étant un des rôles de Scrum, c'est une bonne place pour commencer. Vous allez déjà avoir, ça rassure beaucoup, une espèce de description là, de tâches ou de responsabilités. Euh, Ça, c'est la base. Puis après, l'expérience et les cliniques, les communautés de pratique vous donneront un peu plus d'insight, là, mais déjà, ça va vous donner un peu l'étendue des responsabilités d'un product owner. Euh, Aussi, sur le site de Scrum, scrum.org, il y a plein de lectures aussi qui vont vous aider à commencer dans le rôle, hein, que ce soit un rôle de product owner ou même de Scrum Master. C'est des très bonnes lectures. J'ai pas d'action dans la compagnie, mais d'expérience, quand je suis allé sur ces sites-là, c'était bien expliqué et puis ça donne une bonne base pour commencer. Puis pour... Et oui, vas-y, Laurence. ben, j'ajouterais aussi que c'est quand même toujours intéressant de demander à ta compagnie, eux, qu'est-ce que c'est pour eux un product owner? C'est toujours Mm. intéressant de savoir quand on t'a demandé de jouer de rôle, eux, comment ils le comprennent. Exactement. Il y a toujours Très un petit bon truc point. à creuser. J'ai mis un petit vidéo dans le chat, PO in a nutshell, pour ceux qui parlent anglais. C'est une très bonne entrée en matière pour Scrum en général, pour PO en particulier. Puis, Puis je scanne un peu, je vois Benoît notamment qui est là. Si toi, tu as des trucs à donner pour les PO, n'hésite pas à passer. Et puis, j'en profite pour passer un appel. Les PO, c'est à peu près les seuls qui n'ont pas leur communauté de pratique encore. Donc, s'il y en a qui veulent la partir, la communauté de pratique, soyez les bienvenus. On partira un canal dans Slack et on partira une communauté. Puis pour revenir à la première partie de votre réponse, quand vous dites venez chez Pixis, venez chez Alicia, c'est que dans le fond, est-ce que je comprends que vos compagnies offrent du coaching justement pour accompagner des product owners, c'est ça? Du Oui, tout coaching à et de fait. la formation. OK. Exactement. OK. Donc, ça peut être des portes également, chercher un coaching, chercher une formation pour l'ami, bien sûr, de la personne qui a posé la question. On a Yvette qui avait également une question. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques à la préparation pour la certification Product Owner ou Scrum Master? Donc, Oui, on reste un peu dans le sujet. ouais, tout On a à la fait. même Ben, réponse. Allez chez Alicia. allez oui, exactement. Oui, mais de toute façon, chez Alitia, c'est pas des formations qui préparent à la certification. C'est des certifications plus pratiques, des formations plus pratiques, je veux dire. Si vous voulez vous préparer aux certifications de Scrum.org, commencez par le site de Scrum.org. Et puis, il y a même une section qui vous permet de passer des questionnaires, des examens blancs, là, des pratiques. Fait entraînez-vous à ça, il y a pas de problème. Ouais. Alors, donc la réponse est aller chez Pixis parce que nous, on forme pour la préparation au PSM, au PSPO et aux autres. Mais non, surtout, c'est vrai que c'est un très, très bon point de départ d'aller voir sur scrum.org. C'est vraiment un bon début. Par contre, et là, j'ai aucun intérêt dans la chose, mais juste dire que les assessments en ligne, les tests qu'on peut faire en ligne sont vraiment très, très simples par rapport à ceux qu'on doit passer. Donc, il faut quand même se préparer un petit peu plus. N'hésitez
pas à aller sur Internet, regarder un peu ceux qui l'ont passé avant vous, en prenant note aussi que le guide Scrum a changé en novembre. Donc, peut-être si vous trouvez des choses sur Internet, juste vous assurer qu'ils sont encore d'actualité. Mais ça peut être utile parfois de se faire accompagner pour préparer. Surtout le PSPO est un petit peu plus difficile. Le PSM, je trouve, ça c'est un avis personnel, je trouve que c'est un petit peu plus facile de se préparer par soi-même. Le PSPO a des questions qui sont qui arrivent un peu par la bande, qu'on n'attend pas forcément. Et on ne le réussit pas toujours du premier coup. Voilà. Je ne veux pas faire peur non plus. Ben, vaut mieux. Mais parfois, un peu de préparation, pas juste se dire je l'ai passé en ligne et ça s'est super bien passé. Parfois, juste s'attendre à ce que ce soit une coche plus difficile. En passant, puis on parle beaucoup de certification, là, je veux juste rajouter quelque chose. Là. Ça ne prend pas une certification pour pratiquer. C'est pas parce que vous n'avez pas de certification que vous n'êtes pas bon et c'est pas parce que vous avez une certification que vous êtes bon. Moi, j'ai travaillé plus de 10 ans avant de passer ma première certification. Ça ne m'a pas empêché de faire mon métier. Donc, je vous dirais, c'est beaucoup plus la pratique qui va faire votre excellence. La théorie, ça reste de la théorie. D'ailleurs, je vous conseille peut-être même d'avoir un peu d'expérience avant même de vous présenter un examen. Ça va peut-être même encore vous faciliter plus les choses. Tout à fait, tu fais vraiment très bien de dire ça. Et puis, on en parlait au programme de mentorat avec les mentors. Et puis, on se disait, tiens, il y a ça aussi. Quelqu'un qui vient, participe dans la communauté, va sur le Slack, trouve un mentor ou devient mentor. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir une très, très longue expérience pour devenir mentor. Il y en a qui sont devenus mentors alors qu'eux-mêmes en étaient à leur premier mois, année d'expérience à peine. Ouais. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup d'expérience pour donner une valeur à quelqu'un qui arrive et qui a des questions. Donc ça peut aussi être une très bonne façon de se préparer et d'apprendre à connaître son rôle. Ça dépend toujours si on veut chercher la certification pour la reconnaissance qui vient avec, si c'est pour avoir confiance en soi ou si c'est pour progresser dans son métier. Mais dans tous les cas, vous serez des meilleurs agilistes, comme dit Maëlle, si vous avez l'expérience et si vous avez le goût de vous renseigner, d'apprendre, de rencontrer, et le d'apprendre mindset, des autres. Et l'état c'est d'esprit surtout d'aller ça. chercher autre chose. Ouais. C'est surtout ça. Avant la certification, comprenez les valeurs, comprenez les principes, comprenez ce qu'on essaye de faire en arrière, en amont. La certification, c'est à l'autre extrême, c'est rien du tout. Là. C'est, comme dit Laurence, des fois, c'est simplement pour se rassurer, ou rassurer nos clients, ou rassurer nos patrons, ou essayer de se comparer, mais vous pouvez être agile sans le papier, il n'y a pas de problème. Et peut-être pour aller avec Samy, qui avait une question qui était proche, est-ce que c'est recommandé pour un Scrum Master de préparer une certification PSPO? Exactement la même réponse. Ça dépend pour qui tu l'as fait. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour ton employeur? Est-ce que c'est pour devenir coach et tu trouves que ça fera mieux dans ta signature? C'est toutes ces réponses-là. Sinon, en soi, tu n'as pas besoin d'avoir passé le PSPO pour vraiment comprendre quel est le rôle de PO et accompagner un PO. En fait, il y a Yvette qui dit c'est aussi bon pour trouver de la job. Oui, parce que certains employeurs aiment les papiers, les diplômes, c'est normal. Ça prouve seulement que tu as une capacité à répondre à des questions théoriques. Tu connais la théorie, tu as un peu d'expérience qui te permettent de te mettre en situation. Maintenant, sur le terrain, tu vas aller sur le terrain, on te donne une licence Jira, une équipe de réalisation, puis il faut que tu livres un projet. Peut-être que ta certification ne te servira peut-être plus à grand-chose. Là. Fait que c'est un mix. C'est un pensée du bien. C'est ça. Merci pour vos réponses. Je vois que vous êtes allés voir aussi un peu dans le chat ce qui se passe. Je ne sais pas si vous aviez vu la question de Janine qui dit « Bonjour, je voudrais savoir comment commencer à travailler en tant que Scrum Master quand on vient de réorienter notre carrière. Quels conseils pourriez-vous me donner? Comment obtenir plus d'expérience pour mieux me préparer? » C'est une excellente question et tu n'es vraiment pas seule à te la poser. En ce moment, il y a beaucoup d'offres pour des Scrum Masters. C'est vraiment très, très en demande. Et il y a beaucoup de Scrum Masters qui disent, ou de personnes qui ont envie de commencer en agilité, particulièrement comme Scrum Master, qui disent, OK, comment est-ce que je me fais cette expérience, cette fameuse première expérience? Comment est-ce que je me mets le pied à l'étrier? Puis honnêtement, on n'a pas la réponse. Oui? Je dis, on n'a pas la réponse, mais peut-être que quelqu'un l'a. Si quelqu'un l'a, allez-y. Moi, j'ai j'ai deux pistes, parce que moi non plus, je n'ai pas la réponse, mais les pistes que je réponds quand on me demande ça, il y en a deux majoritairement. C'est soit tu as une entreprise ou un contexte favorable à
je sais pas, un petit projet, pas trop grosse visibilité, pas trop grosse criticité, avec un supérieur hiérarchique qui te fait confiance et qui te donne ta première chance. Ça, c'est des fois, ça arrive. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Surtout quand on est dans des entreprises clients-fournisseurs où on envoie des Scrum Masters travailler chez des clients. Les clients souvent nous demandent, évidemment, comme client, tu veux toujours le meilleur. Donc, tu dis non, je veux un minimum d'expérience. Donc, pour les premières chances, on repassera. Mais il y a des entreprises qui ne sont pas en mode client-fournisseur qui peuvent très bien vous donner cette chance-là. La deuxième piste aussi, c'est rentrer comme en gestion de projet. Dire, je suis chargé de projet et une fois sur place, une fois on s'entend là, chargé de projet puis agiliste, là, c'est deux choses. Là. On se comprend bien, mais vous allez être dans le milieu, vous allez déjà être dans le milieu de la gestion et puis là, vous allez saisir l'opportunité. Quand il y a quelqu'un qui va vous dire, ah, Scrum, machin, agile, hein, ouais, moi. Et puis, on va te la donner ta chance. Fait que tu seras déjà rentré dans l'entreprise, tu auras déjà ton sac de gestion de projet, puis ensuite, tu vas rentrer là-dedans. Moi, honnêtement, ça serait les deux pistes que je suggérerais aux gens qui veulent commencer. Et puis sinon, on avait cette réflexion, notamment avec le groupe de mentorat. On réfléchissait, on se disait, finalement, il y en a beaucoup qui auraient besoin plus d'un parrain que d'un mentor. On est pour notre deuxième session la première session de cette année, on a eu un certain nombre de personnes qui arrivaient et puis qui n'avaient pas encore d'expérience en agile et qui n'allaient pas en avoir non plus. Donc nous, ça changeait un peu parce que jusque-là, les mentors accompagnaient des gens qui avaient déjà de l'expérience et qui pouvaient mettre en pratique tout de suite les conseils. Donc là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour leur répondre? Et l'Agora Agile, c'est un petit peu cette réponse-là aussi. L'Agora Agile, ce n'est pas des gens qui vont vous aider à trouver du travail, mais qui peuvent vous donner des conseils sur comment eux, ça s'est passé, comment se professionnaliser, comment aller chercher C'est vrai qu'il y a une troisième suggestion. Les deux premières, je les ai suggérées en m'imaginant que les gens devaient manger et donc avoir un chèque de paye, mais il y a aussi l'option gratuite, bénévole, en disant on va shadower quelqu'un, on va être son ombre, son miroir. Bon, on ne sera pas payé pendant ce temps-là, mais on peut très bien suivre quelqu'un et puis observer et puis apprendre. Par contre, ça nous fait pas manger le soir. Donc, dépendamment de votre situation financière et familiale, c'est aussi une piste, effectivement. Mm-hmm. Oui, puis pour revenir à Laurence, les Agile Agora, c'est ça, la première édition d'Agile Agora, le 11 mai, c'est vraiment particulièrement sur le rôle du Product Owner, mais il y aura certainement une édition spécifiquement sur le rôle de Scrum Master, donc je vous invite à rester aux aguets, vous abonner à notre infolette, comme ça, vous allez juste voir l'invitation rentrer dans votre boîte courriel. On a une question de la part de Flora, donc toujours sur le sujet des certifications, qui nous demande quelle certification est recommandée pour la méthode agile. Je connais celle du PMI. Est-ce qu'il y en a d'autres? En fait, agile n'est pas une méthode. J'ai l'air méchante, mais on l'a dit tantôt. Non, excuse-moi, Flora. C'était un peu facile. Mais non, en fait, les certifications vont essentiellement toucher aux méthodologies, justement. Donc, on peut se faire certifier en discipline agile, on peut se faire certifier en Scrum, on peut se faire certifier en Kanban, avec la Kanban University ou d'autres. Il y a plusieurs certifications qui existent. En agilité, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, de formation certifiante en agilité. Par contre, il y a IC Agile, par exemple, qui est un organisme d'accréditation de formation qui va donner des certifications pour l'agilité RH, pour l'agilité en leadership, pour l'agilité, la facilitation, les coachs en agile. Donc là, ça va être par corps de métier, par expertise de métier en agilité. Encore là, c'est toujours sur la technique qu'on va te certifier, c'est pas sur le mindset. Exact. Donc là, c'est sur les métiers, par exemple, comment tu fais des RH, mais dans un contexte agile avec un état d'esprit agile. Donc, c'est d'autres façons de faire, mais là encore, c'est effectivement des façons de faire. Et celle à laquelle tu fais allusion, donc si c'est celle de PMI, c'est alors quelqu'un va m'aider, ACP. Oui, il y a Wapi qui fait oui de la tête, merci. ACP, oui. ACP, donc là, c'est de la gestion de projet agile.
on est chez PMI, donc c'est de la gestion de projet. Donc, c'est encore une question de méthodologie. On fait de la gestion de projet, mais avec un état d'esprit agile. Donc, pas de formation sur l'état d'esprit, seulement sur les techniques. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Bien sûr. Oui, concernant les certifications, surtout pour Agile, bon, il y en a plusieurs, comme il n'y a pas seulement le PMI qui fait les certifications Agile. Et comme Laurence a dit, il y a ICT qui fait aussi, il y a Scrum.org, il y a aussi le CSM et le PSPO. Avec Scrum Alliance, même. Oui, Scrum Alliance qui fait aussi la certification. Mais de tout cela, toute cette certification tourne autour de ce qu'on a montré dans l'une des slides là, l'état d'esprit, les valeurs, les principes et puis la méthodologie. Sauf qu'il y a certains qui vont pousser la réflexion un peu plus loin. D'autres vont se limiter à, je prends seulement le nombre de questions qu'il y a. Par exemple, pour le PMI va jusqu'à 120 questions, alors que les autres, c'est probablement moins de questions. Bon, maintenant, c'est en fonction de votre état d'esprit, en fonction de ce que vous voulez, ou bien en fonction de ce que l'entreprise est en train de vous guider là-dessus, que vous pourriez choisir. Moi, particulièrement, je suis un adepte de tout ce qui est PMI à cause de la difficulté qu'ils mettent dans les certifications, parce que c'est vraiment difficile pour les avoir. Il faut vraiment bien maîtriser. Surtout que les questions sont hyper situationnelles, les questions sont hyper pratiques, c'est contextuel, ce qui fait que si tu ne l'as pas vécu, comme Maëlle disait tantôt en parlant du shadowing, moi je pense que c'est même la meilleure façon d'apprendre, de faire du shadowing de façon bénévole, parce que là, quand tu es bénévole, il n'y a pas la notion de que on va te payer comment ou on va te payer avec quoi. Là, c'est toi qui es gagnant parce que la personne qui t'enseigne, tu es même en train de voir beaucoup de choses parce qu'en étant en position d'observateur, moi en tout cas, c'est ce que je fais quand je suis en observateur, je remarque beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est ça, en apprenant ainsi, tu as l'opportunité de mieux te rôder, de mieux appréhender beaucoup de choses, ce qui fait que quand tu vas maintenant pour passer la certification, ça passe comme une lettre à la poste. Merci, Wapi. Oui. Je trouve que les questions s'enchaînent bien. Je vais reformuler un peu celle de Zach parce que malheureusement, le mot méthode était encore dans sa question. Mais est-ce que l'agilité s'applique au secteur de la construction, ingénierie ou un projet EPC? Alors, personnellement, je ne connais pas les projets EPC. Moi non plus. Mais pour ingénierie construction, pour y avoir travaillé un petit peu, ça dépend dans quelle partie de l'organisation. Comme je disais tantôt, si tu veux construire le pont Champlain, peut-être que tu es en train de construire quelque chose dont tu sais exactement comment ça va se passer, dont tu connais vraiment tous les éléments et tu n'as pas une grosse valeur à aller chercher, à aller te poser la question d'innover en cours de pont. Tiens, et comment est-ce qu'on pourrait aller chercher plus de valeur? Tiens, est-ce que le besoin de notre utilisateur a changé en cours de route? Pas sûr qu'on soit dans le meilleur contact pour l'utiliser. C'est encore de la gestion de risque, en fait. C'est plus c'est connu, plus c'est simple, plus c'est connu, plus tu es mieux d'aller avec des approches traditionnelles comme du waterfall ou du cycle en V, par exemple. Et plus c'est chaotique, plus on est dans l'incertitude, plus on a besoin de ces méthodes agiles parce que, justement, avec ces fonctions de cycle de cours et de feedback, ça va te permettre de progresser à tâtons, certes, mais au moins un petit peu par petit peu, puis d'en apprendre toujours un peu plus pour dérisquer. Et au bout d'un moment, tu n'auras peut-être même plus besoin de ce cadre agile et tu vas pouvoir passer en mode waterfall ou plus classique parce qu'on est moins dans le... Ça aussi, je voulais le dire, ça me fait penser. Des fois, être agile, c'est choisir le waterfall. C'est choisir la bonne méthode pour... Ce n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif. Et si ton moyen est rendu caduc, alors tu dois être assez mets ton ego et ton orgueil de côté là, et ton purisme et choisis le bon outil pour faire la bonne job. Ça aussi, je voulais le dire. Merci. Alors là, si je peux parler, donc pour EPC, c'est Engineering, Procurement and Construction. OK. Okay. C'est ça ce que je veux dire. Moi, je suis chef de projet junior
dans l'oil and gas. Donc, je voulais savoir, est-ce que en utilisant le waterfall et allié aussi de l'agilité, est-ce que ça m'aiderait pour... Éventuellement, mais en fait, il faut vraiment voir ton contexte. Et puis là, ce serait peut-être comme à part qu'on pourrait te répondre. Mais ce que j'allais dire, c'est pour le pont Champlain, par exemple, ça n'aurait pas été une bonne idée parce Ouais. qu'on on n'a pas de surprise. Mais par exemple, pour le REM, si là, le nouveau train qui va venir, mais là, il y a beaucoup, beaucoup de considérations à prendre en compte, notamment l'interdépendance avec d'autres chantiers, notamment peut-être les nouvelles façons de faire plus innovantes qui ont été mises en place, etc. Donc là, peut-être que oui, il y aurait un mix des deux. Donc dans ton contexte, il faudrait vraiment voir au cas par cas quel est le contexte qui fait qu'il y a plus ou moins de complexité, plus ou moins d'incertitudes, plus ou moins de nouvelles technologies, plus ou moins d'interdépendance avec d'autres projets et peut-être des citoyens ou Ouais. Puis Donc, pour vous répondre, dites que le REM, vous excuse-moi, dites que Zach. Pardon, allez-y. Ouais, excuse-moi, je voulais juste te dire, j'ai entendu procurement là, dans ton truc. Le procurement, je pense, la dernière étape avant la totale agilisation des entreprises. Là. Je t'encouragerais à déjà aller comprendre ce qu'eux attendent aussi au niveau du procurement parce que s'ils te demandent des garanties puis des projections sur 5 ans, puis un budget avant de partir, puis de dire, tu vois, on va cadrer le truc, faut que ça fonctionne aussi avec la façon dont ton argent et ton budget est géré au sein de ta compagnie, au sein de ta réalité. Là. Parce qu'en mode agile, tu as bien compris qu'on inverse un peu la pyramide. Donc, Ouais, on vient un peu casser les choses les standards. plus traditionnelles, les standards du marché actuel un peu. Là. Ben, actuel. En tout cas, plus traditionnel, on va dire. Je ne vais pas dire Non, actuel mais parce qu'il en y en a oil qui and le font. gas, non, oil and gas, c'est plutôt directement, c'est standard, c'est carré. Donc, on a un budget, on C'est a des ça. délais, on le fait, donc on ne sort pas d'ici. Donc, ce n'est pas des projets à longue durée, c'est des projets de 36 mois, 48 mois au maximum. Donc, c'est des budgets bien définis et tout. Donc, je voulais savoir si utiliser l'agilité, ça pourrait m'aider un peu à optimiser quelque chose dans la construction un peu, un truc comme ça. Oui, mais tu sais, l'agilité en partant, c'est un mindset. Hein, je Ouais. vois ça comme du gros bon sens aussi, de dire si tu ne crées pas de valeur à la fin de ta journée, tu n'as rien fait. Si tu n'as pas collaboré avec ton client, tu n'as rien fait. Après, comment tu le fais, comment tu l'appelles, c'est des étiquettes, c'est des Ouais. moyens, puis c'est Mhm. propre à toi, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est mettre ton client, peu importe est-ce que ton client c'est le département du procurement ou si c'est les usagers du pont Champlain, hein, peu importe, mais aller leur parler et voir qu'est-ce qui a de la valeur pour eux, puis travaille, travaille à arriver à ça le plus rapidement et le plus aisément possible. OK. C'est ça Merci. la mentalité. Merci. Merci. Je vois qu'il y a Flora qui avait la main levée et qui a baissé sa main. Donc, Flora, est-ce que tu avais une question? Si c'est le cas, je t'invite à allumer ta caméra et ton micro et à poser ta question. Et le temps que Flora nous rejoigne, je vais juste souligner, j'arrive tout de suite Flora, mais il y a Benoît qui nous partageait, alors ça va faire plaisir à Michel Harvey, il nous partageait un documentaire sur Tout TV sur le pont Champlain qui a peut-être été plus agile que ce que je ne l'ai dit, donc je vous invite à aller voir et puis on lancera le J'étais débat plus tard. j'étais Ouais. surpris, Laurence, honnêtement. Tu vas voir l'ingénieur en chef, là. On aurait tous travaillé avec ce gars-là, c'est clair. Là. Merveilleux. C'est fou, là. Et puis, on n'a jamais dit qu'en agile, on était les gentils, qu'en traditionnel, c'était les méchants. On ne l'a pas dit. Hein. Non, mais Honnêtement, il était génial. c'est super. Bah, excellent. Donc, à voir, on va aller le voir. Et puis, la question d'Abby sur est-ce qu'il y a des contre-indications à l'agilité? Je ne sais pas si Abby, ce qu'on vient de discuter là, ça a répondu un peu à ta... Oui, ça a répondu à ma Ouais. question, Ouais, merci. En fait, c'est super. ça. C'est quand c'est trop simple, quand c'est peu complexe, tu n'as aucun intérêt à aller avec des méthodes agiles. Vas-y avec un truc plus traditionnel. C'est straightforward, c'est connu. Bang, bang, on suit le plan, merci, bonsoir. Tu sais, fabriquer une chaise, là, on s'entend que tu sais exactement le nombre de morceaux de bois que ça te prend, le nombre de clous, à quel endroit les poser. Pac, pac, pac. Hein? Mais peut-être envoyer une fusée dans l'espace, il y a peut-être un peu plus d'inconnus. Fait que là, il faut y aller peut-être un peu plus incrémental. Donc, c'est ça l'idée.
Excellent. Et puis parfois, on peut prendre des bouts aussi. Et l'état d'esprit, comme dit Benoît, ben, parfois, c'est vraiment l'état d'esprit est là. On le fait en waterfall, mais avec un sacré état d'esprit en arrière. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Laura, je t'invite à venir nous rejoindre. Non, mais c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Et surtout, ce que Maëlle dit, là, vraiment, ça me parle parce que on n'est pas obligé de faire de l'agile, là, dépendamment du projet. Mais ma question, c'est justement, il parlait de choses connues. Donc, lorsque, admettons, l'objet ou le projet désiré est connu, on n'a pas besoin ou c'est moins intéressant de faire de l'agile. Mais par exemple, un projet qui est récurrent, disons, est-ce qu'on peut faire de l'agile avec un projet qui est récurrent? Est-ce que c'est intéressant, étant donné que la chose est connue? Moi, je dirais que non, mais... Alors, l'agilité, c'est livrer de la valeur, mais l'agilité, c'est aussi collaborer, c'est aussi nos façons de faire à l'interne. Et on est aussi là pour faire valoir que l'agilité, ça ne se passe pas juste dans la zone projet. L'agilité, ça se passe aussi au RH. L'agilité, ça se passe aussi sur les finances et comment on réalloue les budgets. L'agilité, c'est aussi comment l'organisation collabore ensemble pour aller chercher encore plus de valeur par rapport à sa raison d'être et encore plus de valeur pour ses clients. Puis donc, il y a toujours un intérêt à aller collaborer de plus près avec tes clients et à aller collaborer mieux avec l'ensemble des gens avec qui tu travailles. Je ramène encore la différence entre, tu peux être agile, tu peux faire de l'agile sans jamais être agile et tu peux être agile sans jamais faire de l'agile aussi. Comme Benoît l'a dit tantôt, tu peux être agile en méthode en V. Je veux dire, c'est un mindset. C'est éviter. En fait, le mindset, là, c'est maximiser la quantité de travail non fait. C'est-à-dire qu'il faut éviter de travailler pour rien. Il faut constamment travailler pour créer de la valeur. C'est ça, être agile. Après que tu fasses n'importe quoi, je veux dire que tu utilises n'importe quel outil pour travailler, si tu as cette pensée-là en arrière, tu es agile. Okay. Et autre élément. Merci. Autre élément, c'est la satisfaction du client en toute chose. Tout le temps. La satisfaction du client. Avant tout. Avant tout. C'est le premier principe agile, en fait. Des 12, c'est le premier principe. Tout à fait. Et d'ailleurs, si tu reprends, quand tu regarderas les decks, là, au centre de mon nuage, c'est la satisfaction client. Il est vraiment au centre de tout, même au centre de mon nuage. Donc, tout tourne autour de la satisfaction client. C'est la création de valeur qui est importante. Super. Bon, ben, je viens de faire un bon tour du chat. Je n'ai pas vu de nouvelles questions, mais je vois qu'il nous reste une dizaine de minutes. Fait que s'il y en a qui ont encore des questions, je vous invite à lever la main afin qu'on vous donne la parole ou profiter de ces derniers instants pour poser vos questions. Je vois qu'il y a plus des commentaires. Samy qui dit qu'il y a des gens qui font des bonnes pratiques en agilité sans s'en rendre compte. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un bon point, Samy. Il y a des gens qui avaient ce mindset-là avant même que le manifeste existe, avant même qu'on appelle ça agile. C'est vraiment une façon de penser. Il y a des gens qui ont mis des mots dessus puis qui en ont fait ensuite, qui en ont découlé toutes sortes de frameworks, là, de cadres, mais à la base, je veux dire, on n'a rien inventé. Très intéressant, très intéressant. Bon, je vois plein de gens qui ont commencé à nous remercier. Donc, peut-être qu'on est à cette étape-là. Peut-être que c'est le moment, premièrement, de remercier Maëlle et Laurence pour cette super conférence. Merci, ça a vraiment été très instructif. J'espère qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont appris des choses ou qui ont revisité peut-être des bases de l'agilité. Merci aussi à tout le monde qui a été présent ce soir. On était plus d'une cinquantaine. Fait que merci vraiment pour votre participation. Je refais mes petits messages. Je vous invite vraiment à aller sur le site web d'Agile Montréal pour voir nos activités, vous abonner à l'infolettre aussi. C'est vraiment la meilleure manière d'être au courant de ce qui se passe en termes de conférences mensuelles, d'événements d'envergure, de programmes comme le programme de mentorat, les événements des communautés de pratique. Donc, c'est vraiment la meilleure manière de nous rejoindre. Il y a évidemment aussi sur notre site web tous les liens vers la chaîne YouTube dont je parlais, dont j'ai mis le lien dans le chat, le lien vers le Slack, le lien vers les différentes plateformes sur lesquelles on est présent. Donc,
Donc, ça fait le tour. Maëlle, Laurence, le mot de la fin? Ouais, ben, en fait, je viens juste de l'écrire, en fait, le mot de la fin. Si je pouvais vous conseiller quelque chose, la meilleure façon d'être agile, c'est d'être curieux, en fait, de toujours poser des questions. Soyez toujours à l'affût des choses et remettez constamment en question le statu quo, hein, de se faire dire, ben, on a toujours fait ça comme ça. Ben non, tu sais, innover, poser des questions, peut-être qu'on n'a pas besoin de fonctionner comme ça et peut-être qu'il y a d'autres manières de fonctionner. Donc, la curiosité, ça va générer tous ces bons comportements-là qui vont vous faire progresser et innover. Voilà, ça c'est mon mot de la fin. Laurence, je te laisse le vrai mot de la fin. Et il va avec le tien, c'est que soyez curieux et puis là, vous venez trouver une communauté d'accueil. C'est tellement une belle communauté, venez l'explorer et puis venez nous rencontrer. Je suis sûre qu'il y aura quelque chose pour vous par chez nous. Donc, agilemontréal.ca. agilemontréal.ca. Vous retrouverez tout à partir de là. Oui, on vous attend. Le site web, l'infolettre et le Slack, c'est vraiment là que ça se passe le plus, je vous dirais. Ben, merci tout le monde, puis j'espère vous voir bientôt lors d'un prochain événement. Merci tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci, Merci bye. à vous. J'aurais peut-être une petite question sur la prochaine Agora pour PO. Ouais. Ça semblait être limité à 15